excusons de cette interruption indépendamment de notre volonté. Bonsoir à tous. Merci Allah de nous accorder meilleure santé à toute l'équipe de Dites-moi tout, docteur, pour cette belle reprise. Nous ouvrons ce premier numéro d'Octobre Rose avec un sujet tout autre. Il s'agit de la célébration de la 2e édition du congrès de la Société guinéenne de pathologie infectieuse et tropicale avec pour toile de fond pathologie infectieuse et émergente et réémergente en Afrique. Du 13 au 14 octobre, la SOGIPIT ouvre ses portes et fenêtres aux infectiologues guinéens et étrangers dans un espace hôtelier du pays. Cette 2e édition est placée sous la haute présidence du président de la République. Quel est donc le thème de ce 2e congrès? Les éléments de réponse, c'est avec notre spécialiste, professeur Mamadou Saliou Sow, chef service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Donka et président de la SOGIPIT. Vous pouvez donc nous joindre dans la 2e partie au 620 58 90 73 comme la tradition nous recommande. Questions-réponses. Et juste, nous revenons à vous, cher public de Dites-moi tout, docteur. Retour en plateau, merci donc de nous rejoindre. Le thème de cette émission va porter sur les maladies infectieuses émergentes et réémergentes en Afrique. Bonsoir à notre invité, professeur Mamadou Saliou Sow, chef service des maladies infectieuses tropicales infectieuses et tropicales à l'hôpital Donka et président de la SOGIPIT. Merci donc de répondre à notre invitation et de nous éclairer sur le congrès du 13 au 14 octobre 2022 à Conakry. Notre première question, professeur, va porter sur la SOGIPIT. Qu'est-ce que c'est? Et en même temps, vous allez nous parler un peu de sa composition. Bonsoir madame, bonsoir aux différents téléspectateurs. Je voulais avant tout vous remercier pour m'avoir donné cette occasion de parler de SOGIPIT. Et SOGIPIT, c'est l'abréviation de la Société guinéenne de pathologie infectieuse et tropicale. Et cette société est une société savante. C'est l'une des plus jeunes sociétés savantes dont le but est de contrôler les maladies infectieuses à travers les soins, la formation, la recherche, mais aussi à travers la collaboration entre les différents agents de santé, notamment les médecins, aussi les autres disciplines, les vétérinaires, les médecins de santé publique, les pharmaciens, les médecins généralistes et les socio-anthropologues, mais aussi les autorités, la société civile. Ça rassemble presque tout le monde. Absolument. Tous les services. Absolument, tout le monde est intéressé. Alors, parlez-nous un peu de la composition de cette société savante. Alors, cette société savante, je rappelle qu'elle a été créée en décembre 2018. Donc, elle est composée d'abord des membres fondateurs. Lesquels? Et les membres fondateurs, ce sont les infectiologues et des microbiologistes qui se sont associés, qui ont créé cette société savante. Et en fait, c'est le démembrement d'une société mère qui est la Société africaine de pathologie infectieuse, qui est actuellement présidée par professeur Éolier de la Côte d'Ivoire. Et dans la sous-région, il existe d'autres sociétés savantes et nous aussi, en décembre 2018, nous nous sommes réunis pour dire attention, il faut qu'on crée cette société. Donc nous avons ces membres fondateurs comme composition. Et puis après, nous avons les membres actifs et titulaires. Et les membres actifs et titulaires, d'abord, ce sont les membres fondateurs, qui sont des infectiologues et des microbiologistes. Mais aussi, nous avons les autres candidats qui sont déjà agréés par le bureau, qui sont les médecins de santé publique ou voilà, des spécialistes en santé publique,
des microbiologistes, des médecins généralistes et toutes les spécialités confondues, et y compris aussi des non-médecins. En plus des membres actifs ou titulaires, nous avons aussi des membres associés ou adhérents. Les membres associés ou adhérents, ce sont les personnes intéressées par les activités de la SOGIPIT, même si elles ne sont pas forcément du domaine de la santé, même si ces personnes ne sont pas des agents de santé. Et puis nous avons aussi les membres bienfaiteurs. Ce sont les personnes physiques ou morales qui marquent leur intérêt à cette société savante. Et enfin, nous avons les membres honoraires. Ce sont ces personnes qui, pour leur ancienneté dans la profession et aussi les activités rendues, et notamment ce sont les anciens chefs de service. Donc ce sont ces personnes-là qui sont les membres honoraires. D'accord. Vous nous avez quand même rappelé la composition de la société, mais vous avez dit que c'est la jeune société savante qui vient d'être créée, mais ça fait la deuxième édition, le deuxième congrès que vous organisez à votre actif. Donc, professeur, depuis quand la SOGIPIT a été créée? Oui, elle a été créée en décembre 2018. Ok, elle est vraiment jeune. Une année après, en octobre 2019, nous avons fait le premier congrès, donc la première rencontre internationale qui avait mobilisé près de 9 pays. Nous avons assisté à ce congrès. Voilà, aussi. Vous avez assisté. 9 pays de l'Afrique, de la sous-région, mais aussi à travers le monde. Et donc c'était une belle réussite. Effectivement. Et puis voilà, donc c'est le deuxième congrès. La deuxième édition. Alors, quand on parle de la composition, il faut forcément parler des missions. Alors, quelles sont vos missions, professeur Sow? Alors, nos missions sont les suivantes. D'abord, c'est de promouvoir l'enseignement des maladies infectieuses. Ça, c'est la première mission. Nous enseignons les maladies infectieuses à la faculté, mais aussi dans les institutions, dans les différentes écoles. Donc, il faut promouvoir l'enseignement. Nous enseignons, mais aussi nous enseignons les enseignants. Donc, c'est la première. Et l'autre mission, c'est de contribuer à l'amélioration de la qualité de la prise en charge des malades. Nous faisons en sorte qu'il y ait des qualités, qu'il y ait des soins de qualité. Les différents services. Et pour cela, nous allons faire des protocoles, des guides thérapeutiques, etc. D'accord. Et l'une des missions aussi, c'est de lutter contre la résistance antimicrobienne. Et heureusement, il y a actuellement le marché noir qui est fermé et la vente des médicaments au niveau des marchés noirs. Donc nous nous intéressons surtout à la résistance aux antimicrobiens. Autrement dit, les antibiotiques, les antiparasitaires, les antiviraux. Nous travaillons dans ce domaine pour éviter que les micro-organismes résistent à ces différentes molécules. Alors, professeur, pas pour vous couper la parole, parce que vous avez parlé tout à l'heure, les marchés noirs sont fermés. Cela suppose que la résistance va diminuer. Et oui, la consommation des produits parallèles, les produits contrefaçons qui augmentaient la résistance justement de ces bactéries, oui. Est-ce que ça va permettre à vous de quand même de maîtriser et puis ce volet? Oui, ça c'est extrêmement important puisque l'un des soucis qu'on avait, c'est la vente anarchique de ces médicaments. Très bien. Et plus particulièrement les médicaments, les anti-infectieux, autrement dit les antibiotiques, qui étaient vendus, comme vous le savez. Ça veut dire que la consommation a baissé? La consommation a baissé, vous pensez? Consommation abusive, c'était partout, oui. Vous pouvez acheter des antibiotiques. Avec la fermeture, ça a baissé? Absolument, ça va baisser. Très bien. Ça va baisser, mais il y a aussi d'autres travail à faire, d'autres travaux à faire le terrain, avec les professionnels, etc. etc. Alors, on parlait, la suite des missions. Et l'autre aussi mission, c'est de promouvoir la recherche scientifique.
la recherche scientifique avec les différentes maladies infectieuses, en collaboration avec les collègues d'abord nationaux, mais aussi les collègues de la sous-région et aussi au niveau mondial. Donc nous, c'est l'une de nos missions, promouvoir la recherche. L'autre mission, c'est de favoriser la collaboration et la communication entre les acteurs qui sont impliqués dans la lutte contre les maladies infectieuses. Il faut, puisque dans cette lutte-là, il n'y a pas que les infectiologues. Il y a d'autres spécialités. Nous avons des médecins de santé publique, nous avons des microbiologistes et nous avons même des médecins généralistes, tout le monde. Donc chacun est impliqué. Donc c'est important qu'il y ait voilà, cette collaboration et cette communication entre nous. Et puis aussi, l'une des missions, c'est de raffermir le lien d'amitié et de confraternité entre les membres. Mais aussi, il faut renforcer la collaboration entre les différentes associations. Les associations, il y a d'autres associations savantes en Guinée, et donc il faut raffermir le lien, il faut qu'il y ait une collaboration entre les différentes associations qui sont en Guinée ici, mais aussi qui sont dans la sous-région et qui sont aussi au niveau mondial. Voilà, donc ce sont les différentes missions de la Société guinéenne de pathologie infectieuse et tropicale. Très bien, vous nous avez parlé des missions. Alors, du 13 au 14 octobre marque donc la date de la deuxième édition du congrès de l'ASWEGIPIT. Quel est le thème central de ce congrès? Oui, cette année, nous avons choisi comme thème central les pathologies infectieuses émergentes et réémergentes en Afrique, défis, perspectives. D'accord. Et donc ça, c'est le thème central. C'est la suite du deuxième congrès, comme nous l'avons dit, et donc c'est pour la pérennisation de nos activités. Professeur, vous avez employé mot, et même moi dans mon intro, je l'ai employé, pathologie, les maladies émergentes et réémergentes. Qu'est-ce que c'est? Alors, les maladies émergentes et réémergentes, c'est quoi? C'est l'augmentation du nombre de nouveaux cas sur une période donnée dans les 2 décennies. Donc, si vous avez environ 20 ans, vous avez l'augmentation du nombre de cas d'une maladie, et vous pouvez parler d'une maladie émergente, mais ça va un peu plus loin. Il y a des concepts. On parle des maladies émergentes et réémergentes lorsque vous avez la première possibilité, soit la maladie, elle n'est pas connue, mais le micro-organisme qui entraîne la maladie aussi n'est pas connu. Je donne un exemple. Et dans les années 80, 81, 82 jusqu'à 83, le sida était une maladie émergente. D'accord. Parce qu'à l'époque, d'abord, la maladie qui est le sida n'était pas connue. Et l'agent qui entraîne le sida, le micro-organisme qui entraîne le sida, c'était le VIH. Et lui aussi, à l'époque, il n'était pas connu. Donc, en ce moment, c'était une maladie émergente. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité pour parler d'une maladie émergente et réémergente, c'est lorsque vous avez la maladie est connue, ou alors les signes sont connus, mais le micro-organisme, autrement dit l'agent causal, n'est pas décrit. L'exemple type, c'est cette maladie, la Covid-19. La Covid-19, les signes qui sont décrits que vous connaissez, que nous connaissons les tous signes de déjà, détresse respiratoire et tout ça, c'est des signes qui étaient connus. D'accord. Sauf que l'agent qui a entraîné ces signes-là n'était pas connu. Il a été découvert en décembre 2019, comme vous le savez aussi, à Wuhan. Oui. Donc, Covid-19 est une maladie émergente. Ok. Et la troisième possibilité, c'est lorsque vous avez une maladie qui apparaît dans un environnement humain ou dans une zone géographique. Même si elle était ailleurs, mais dans cette partie-là, elle n'y était pas.
Là aussi, l'exemple, c'est Ebola en 2014. Mais justement, c'est ce que je voulais demander. Ebola, Corona, Sida, on peut appeler ces maladies émergentes? Oui, Ebola et réémergentes. Ebola était connu dans le passé depuis 1976, la découverte du premier cas. Mais en Guinée, c'est en 2014 qu'on a eu Ebola. Donc, pour cette part, pour nous, Ebola est une émergente. Et aussi, vous avez vu le Marbourg. En 2021, le Marbourg n'était pas connu ici en Guinée, ici, il n'était pas découvert. Donc en 2021, nous avons le Marbourg qui a été... Et Lassa? Lassa a été connu, Lassa était déjà connu. Donc ça, c'était la troisième possibilité. L'autre possibilité, et la quatrième, c'est lorsque vous avez une maladie qui est connue, elle est là, elle disparaît, elle fait des années, elle revient dans cette zone. C'est pour cela qu'on parle de réémergente. Elle revient. Tel que la dengue en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, elle n'y était pas depuis des années, après elle est réapparue, etc. Et puis la dernière, ou le dernier cas de figure, c'est lorsque vous avez une maladie qui est là, qui est connue, qui attaque les animaux. Et puis après, cette maladie, elle revient avec les outils qu'elle arrive à fabriquer, elle vient infecter l'homme. C'est l'exemple de la grippe aviaire. Grippe aviaire, ok. Voilà, donc ce sont les différents cas de figure qui expliquent une maladie émergente et réémergente. Très bien, j'espère que les téléspectateurs ont compris. Moi, en tout cas, j'ai retenu quelque chose. J'espère que c'est pareil pour ceux qui nous suivent. Alors, on a parlé du thème central, on a défini les maladies émergentes et réémergentes. Alors, les thèmes secondaires. Alors, les thèmes secondaires, c'est Covid. D'abord, c'est le groupe de toutes les maladies qui font saigner, que nous appelons en termes médicaux les fièvres hémorragiques virales. Et dans ce groupe-là, nous avons Ebola, nous avons Lassa, nous avons Marbourg, nous avons dengue. Ça, c'est le premier thème secondaire. L'autre thème secondaire, ce sont les maladies chroniques et Covid. Covid-19 est maladie chronique. Et l'un des thèmes aussi, ce sont les urgences et Covid. Et après, nous avons les maladies infectieuses et l'innovation. Et puis, l'un des thèmes associés, c'est une communication libre. Autrement dit, quelqu'un qui a un thème et qui veut travailler, qui veut partager son expérience dans le domaine. Voilà, ça, c'est des communications libres. Donc, ça aussi, c'est possible de le faire. Très bien. Alors, parlez-nous donc c'est quoi une innovation en médecine? Alors, l'innovation, ce sont les outils fabriqués, ce sont les différents appareils qui peuvent aider à la prise en charge. Ça, ce sont l'innovation. Ça peut être des appareils dans le domaine du diagnostic ou du traitement. Et ça peut être des appareils dans le domaine du traitement au niveau de la vaccination. Tout ça, c'est l'innovation. Et la Guinée est très avancée dans ces innovations, notamment l'une des innovations qui est connue actuellement, c'est la télémédecine. La télémédecine, le fait de rester sur place et de voir les patients à des zones très reculées du pays, où dans des villages les plus reculés, c'est la télémédecine. On peut s'asseoir ici ou s'asseoir en France, etc. Et consulter ces patients-là, les traiter sur place. C'est une innovation. C'est la seule? Non, il y a l'innovation aussi à travers des vaccins, mais aussi à travers certains traitements dans les maladies émergentes qu'on appelle le cube, une sorte de case qui a été fabriquée par nos partenaires, où vous avez le patient, on le fait rentrer à l'intérieur, et puis le docteur reste au dehors, ou le technicien il reste au dehors, il regarde, à l'intérieur c'est hermétique, c'est fermé, donc il n'y a pas une possibilité de transmission de la maladie. Pas de contact entre le patient et le médecin. Voilà, ça aussi c'est des innovations. Mais ça, on a observé ça lors du passage de Corona. Hein? Et bien voilà.
Et professeur, vous parliez des maladies chroniques. Quel est le lien avec le thème du congrès? Alors, les maladies chroniques, il faut savoir qu'il y en a deux types. Nous avons les maladies chroniques non transmissibles, dont le diabète par exemple, l'hypertension artérielle, le cancer. Ce sont des maladies chroniques, mais qui ne se transmettent pas d'une personne à une autre. Très bien. Et nous avons aussi les maladies chroniques transmissibles. Et c'est le VIH, ce sont les maladies des hépatites. Donc ça, c'est des maladies chroniques. C'est des maladies qui restent à vie. C'est des maladies qui ne guérissent pas, qui restent à vie. Alors, le souci, c'est que quand vous avez une maladie émergente et réémergente, autrement dit une épidémie ou une pandémie, ça va forcément influencer sur la prise en charge de ces malades. D'accord. Et ça influence sur leur prise en charge puisque ces personnes qui sont là, qui dans les conditions normales sont bien traités, bien suivis, ils auront peur de venir à l'hôpital. Vous voyez? Et puis, les médecins qui les prennent en charge aussi auront peur de venir pour ne pas être contaminés par la nouvelle maladie émergente. Et donc, il y aura une sorte de psychose, il y aura une sorte de méfiance entre le médecin et les patients. Et les conséquences de tout ça, sont les décès communautaires qu'on rencontre lorsque nous avons ces maladies émergentes-là. Vous avez beaucoup de décès, des personnes qui meurent dans les communautés, alors que ces personnes ne devraient pas mourir. D'accord. Donc c'est ça le lien. Ok. On a parlé des maladies chroniques, le lien avec le thème, mais les urgences aussi, y a-t-il un lien? Oui, les urgences aussi, il y a des liens. Puisque ces maladies émergentes et réémergentes dont on a parlé sont des urgences. D'abord des doubles urgences. Une urgence thérapeutique, puisque vous avez un individu qui a ces maladies émergentes-là, elles doivent être traitées tout de suite, sinon vous avez un risque vital. La personne risque de mourir. Mais en plus de cette urgence thérapeutique, il y a une urgence de santé publique. Le fait de transmettre cette maladie à beaucoup d'autres personnes, ça devient une urgence de santé publique. Ce qui fait que quand on a ces maladies émergentes et réémergentes, on a un souci, puisque toutes ces maladies sont des maladies qui posent un problème d'urgence, mais aussi on a d'autres maladies que nous voyons quotidiennement, telles que la méningite, telles que le tétanos, qui sont aussi des maladies qui posent problème, c'est des urgences. Et donc vous voyez, tout est désorganisé. Après, on ne sait plus qu'est-ce qu'on va faire. Et c'est ça, donc c'est important qu'on discute, qu'on se donne des idées sur toutes ces maladies-là, et lors de cette rencontre. Lors du congrès, quoi. Lors du congrès. Professeur, vous avez cité, avant de poursuivre les questions, vous avez parlé, vous avez cité certaines maladies, notamment le sida et le VIH, Marbourg, Ebola et Corona. Ce sont des maladies émergentes et réémergentes, et ces maladies sont, sont traitées ou soignées par les infectiologues. Est-ce que il y a d'autres maladies émergentes et réémergentes que la prise en charge n'est pas assurée par les infectiologues? En fait, toutes les maladies émergentes et réémergentes sont des maladies infectieuses. Voilà. Okay. C'est des maladies infectieuses. Et c'est des maladies infectieuses qui entraînent des épidémies. Un seul cas d'Ebola est une épidémie. Oui. Un seul cas de Lassa est une épidémie. Donc c'est ça, en fait. Ce sont des maladies qui entraînent des épidémies et donc qui arrivent à désorganiser tout le système de prise en charge. D'accord, docteur, on va donc poursuivre. Vous avez parlé des innovations en médecine. Vous avez donné un exemple, deux exemples. Hein. Est-ce qu'on peut aller au-delà de ces deux exemples-là? Vous parlez des maladies chroniques, le lien avec l'urgence, le lien exactement. Y a-t-il des avancées innovatrices en Guinée par rapport aux autres pays, disons, de la sous-région? Oui, absolument. Nous venons de Burkina, où il y a une rencontre de plusieurs pays par rapport à ces innovations. J'avoue qu'on était honorés parce qu'on était avec Muntaga Keïta, que vous connaissez et que je salue s'il me regarde. Alors, on s'est rendu compte que la Guinée a des avantages. On a beaucoup de jeunes Guinéens qui ont des talents
et qui ont beaucoup d'outils à leur niveau. Et il suffit tout simplement de saisir cette opportunité, de les mettre en valeur. Les mettre en valeur, les sponsoriser pour améliorer la qualité de leur innovation. Améliorer le parcours du malade, améliorer la prise en charge des patients. Donc, il y a les bornes de Muntaga Keita et puis il y a aussi ces appareils que nous avons trouvés, qui ont été très appréciés. On était très honorés puisque on se rend compte que la Guinée est vraiment à tout ce qu'il faut pour aller vers la télémédecine, pour améliorer la prise en charge de ces patients-là, pour améliorer le parcours ou l'offre de soins du malade. D'accord. Le premier congrès, il faut qu'on en parle. Sans premier, il n'y aura pas de deuxième. Donc ça veut dire que le premier congrès a été un succès, une réussite. C'est pourquoi vous envisagez un second congrès et les résultats attendus de ce deuxième congrès. Alors la question qui me vient encore tout de suite, est-ce que ça va être une tradition avec les autres éditions? D'abord, le deuxième congrès et les résultats attendus. D'accord. Avant de parler de ces résultats attendus, je voulais rappeler que le premier congrès était vraiment une réussite et nous profitons pour remercier nos deux ministères tutelles, le ministère de la Santé et le ministère de l'Enseignement supérieur, mais aussi nos partenaires dans l'Organisation mondiale de la santé, Expertise France, etc., qui nous avaient soutenus lors du premier congrès et qui continuent à nous soutenir. Ils reviennent avec le deuxième congrès, oui, les mêmes congrès. Ou bien il y a plus de partenaires oui, cette fois-ci? Il y a des partenaires tels que Gavi et puis nos ministères tutelles. D'accord. Et voilà. J'avoue qu'ils nous avaient soutenus lors du premier congrès et lors de ce congrès, le thème à l'époque c'était la résistance antimicrobienne. C'était le thème, oui. Et puis voilà, il y avait eu beaucoup, disons 9 pays, si j'ai bonne mémoire, qui avaient participé à ce congrès. Et c'était une belle réussite. Cette fois-ci, le nombre? Cette fois-ci, un peu plus. On a 10 pays qui sont attendus, et parmi lesquels la France, la Belgique, et les pays de la sous-région, Sénégal, Côte d'Ivoire, et puis les pays de l'Afrique centrale, le Tchad, etc. Et donc il y a beaucoup de pays, mais avec des éminents infectiologues, des éminents microbiologistes, mais aussi des spécialistes en santé publique qui sont attendus lors de ce congrès-là. Docteur, les résultats attendus du deuxième congrès? Oui, les résultats attendus. Si vous voulez, c'est un rendez-vous de partage d'expérience. De donner, de recevoir, évidemment. De donner, de recevoir. C'est une sorte de formation continue pour tout le monde. Puisque dans les conditions normales, un médecin, ou en tout cas un agent de santé, ne doit pas faire plus de 2 ans sans se former. Dans les conditions normales? Absolument. Il faut au minimum, chaque 2 ans, qu'on se forme. Puisque les choses évoluent avec le temps. Et donc, ça nous permet de nous former. Et au cours de ce congrès, il y a environ 10 conférences qui sont attendues. Et puis, il y a des panels qui sont attendus, qui seront débattus. Mais nous avons reçu plus de 150 communications. Avec les différents invités venus d'ailleurs? Oui, absolument, avec les différents invités. Plus de 150 communications. Communications non seulement venant de la Guinée, mais aussi des communications venant de la sous-région et venant de la France, venant un peu partout. Et donc, au cours de cette rencontre, il y aura des débats, il y aura ces conférences sur des maladies qui ne sont pas bien connues en Afrique, telles que la fièvre Q, par exemple. Et nous aurons une conférence sur la fièvre Q. C'est une zoonose, c'est la future zoonose en Afrique, qui est mal connue. Et nous aurons le patron de la fièvre Q qui sera avec nous. Est-ce qu'il y a un patron pour le sepsis? Oui, le sepsis. Cette autre maladie est traitée par les infectiologues. Oui, absolument. Voilà. Le sepsis, voilà, on va en parler c'est un état très prochainement. qui peut être dû aux micro-organismes tels que les bactéries, les virus. Et oui, on aura l'occasion d'en parler. Et donc, on aura tout ça, mais aussi on aura, comme je le dis, on aura ces panels qui seront très importants. Et puis, on aura tous ceux qui participent à la prise en charge de patients. Et donc les médecins autour du panel, vous aurez
les biologistes autour du panel, mais vous aurez aussi la faculté, voilà, donc l'université de Conakry. Et puis on aura aussi la société civile et on aura les décideurs. Pour parler de la problématique de la prise en charge, les personnes vulnérables en cas d'épidémie, qu'en est-il? Et la vaccination, la routinisation de la vaccination. Donc autour de ce panel, nous allons aborder toutes ces questions et chacun dans son domaine va intervenir. Aussi mettre l'accent sur la formation, comme vous l'avez dit. Absolument. Hein? D'accord. Et puis aussi, ce qui est attendu aussi, c'est de tisser de très bonnes relations, faire des conventions entre nous et les collègues de la sous-région et les collègues d'ailleurs, de la France, etc. Ça nous permet d'ouvrir des spécialisations en maladies infectieuses. Okay. Je rappelle actuellement, il n'y a pas de spécialisation en maladies infectieuses en Guinée. Ah bon? Et nous sommes des fruits du Sénégal. Il y a d'autres collègues qui ont été en Côte d'Ivoire. Donc c'est très coûteux. Et donc à l'occasion de tout ça, c'est très coûteux, mais aussi il faut assurer la relève. Il faut assurer la relève. Après vous, il faudrait qu'il y ait des jeunes qui vont emprunter les pas des professeurs agrégés. Absolument. Et donc, nous parlons de tout ça, cette collaboration, pour qu'on puisse ouvrir à court terme des diplômes, tels qu'un diplôme de spécialisation en maladies infectieuses, tels que des diplômes de formation continue, des DU, qu'on appelle diplôme universitaire, etc. Donc, ça sera l'occasion de le faire, mais aussi de tisser des relations avec toutes ces personnes. Oui. Professeur, vous avez cité quand même les principaux invités, mais quels sont ceux qui vont assurer la communication autour des thèmes que vous aurez choisis du 12 au 13? Quels sont les invités qui vont intervenir, les panélistes qui vont développer des thèmes retenus? Alors, les invités, ce sont des éminents infectiologues. Vous allez les découvrir bientôt. Ça sera. Mais il faut annoncer la couleur. Il faut annoncer la couleur, professeur. Ce sont des éminents infectiologues qui seront là, qui sont reconnus sur le plan mondial, si vous voulez, qui sont les papes de l'infectiologie. Ils seront avec nous. Et puis aussi, vous aurez des microbiologistes, comme je l'ai dit, et vous aurez des personnes de santé publique, mais aussi vous aurez nos jeunes chercheurs qui sont en Guinée, qui vont aussi faire des communications. Et puis il y aura aussi tous ceux qui ont soumis des communications et seront au rendez-vous pour débattre, pour discuter de ces pathologies infectieuses émergentes et réémergentes. Très bien. Quel est le rôle de la société savante dans la lutte contre la pathologie? Nous arrivons à la deuxième partie de l'émission. Le numéro va s'afficher, le 620 58 90 73. Mais en attendant, on continue avec notre invité. Le rôle de la société savante. Comme vous le savez, c'est la société savante, c'est la référence quand on a une maladie infectieuse. Et donc, c'est grâce à ces sociétés savantes qui fait que on arrive à élaborer des protocoles. Quand vous avez une maladie ou une question d'une maladie infectieuse, c'est nous qui allons nous réunir pour trouver la solution. Et je donne l'exemple. Lorsque nous avons eu Covid-19, c'était le premier cas, si j'ai bonne mémoire, le 12 mars 2020. Et tout de suite, nous sommes réunis pour qu'on ait un guide national de prise en charge. Très bien. Et c'est en ce moment on s'est réunis, on a fait le premier draft de guide national de prise en charge. Et grâce à nos partenaires, l'Organisation mondiale de la santé à l'époque, nous avons pu finaliser, éditer ce guide et qui a été utilisé au niveau national et qui continue à être utilisé puisque nous l'avons révisé pour une deuxième fois. Et après aussi, il y a eu la formation de tout le monde sur la prise en charge de Covid-19. Donc ce sont ces sociétés savantes-là qui vont discuter sur la question d'une santé dans un domaine donné. D'accord. Alors, on a un appel, professeur, on va prendre, je crois. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Excusez-moi, je regarde votre émission depuis la France. Merci beaucoup de nous appeler, oui. Votre nom? Moi, c'est Louise. Je ne sais pas à quel moment on doit poser des questions au professeur.
Ben, comme on a décroché, vous pouvez profiter maintenant. Sinon, il y a 2 ou 3 questions qu'on n'a pas encore posées. On n'a pas posées. Vous pouvez. Professeur, elle peut, parce qu'elle appelle de... Oui, allez-y. Oui. Allez-y. En fait, je voulais demander au professeur, les enfants qui sont, par exemple, des enfants autistes, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Comment on peut les diagnostiquer en Afrique, en Guinée, par exemple? Les enfants Autistes. autistes. Oh, ben, est-ce que c'est le thème? Non. C'est pas le thème. Mais, professeur, vous pouvez apporter... Alors, les enfants autistes, bon, je ne suis pas spécialiste dans la matière, Voilà. mais la question, c'est comment expliquer ça au Guinée. Je ne sais pas, c'était ça la question. Non, comment diagnostiquer les enfants autistes en Guinée? Les enfants autistes en Guinée, je ne suis pas de spécialiste. Voilà. Très bien. Voilà. Alors, le thème, si on a un spécialiste, on ne peut pas sortir du cadre. On parle des maladies de l'infectiologie avec des infectiologues. Donc, madame, la prochaine fois, peut-être, on va essayer d'inviter sur ce plateau un spécialiste dans ce sens. Mais aujourd'hui, on parle des maladies émergentes et réémergentes en Afrique. Alors, professeur, on disait, on va attendre les appels, sinon on va pas pouvoir s'en sortir. Alors, on parlait donc des invités les panélistes qui vont intervenir lors du congrès. Oui, on a parlé des invités. On a dit que ce sont des éminents infectiologues qui sont reconnus au niveau mondial. Mais aussi, nous avons nos collègues guinéens qui seront là, et les patrons dans d'autres spécialités. Oui, maintenant, on parlait du rôle le rôle de la société savante dans la lutte contre la pathologie. Oui, et le rôle, nous avons parlé du rôle, tout ce qui est norme dans le domaine de l'infectiologie, tout ce qui est protocole, tout ce qui est guide. Mais aussi, l'un des rôles aussi, c'est faire en sorte qu'il y ait des soins optimaux. Autrement dit, des soins de qualité. Très bien. Des soins de qualité. Et ça passe par la formation du personnel. Ça passe par la formation aussi des jeunes médecins. Okay. Et l'autre chose aussi, c'est la formation. C'est la formation. Oui. Et cette société. Vous avez mentionné tout à l'heure le guide que vous avez élaboré lors de Corona et que vous avez réactualisé. Et c'est le même guide qui est contenu. C'était cela aussi. Hein? Oui, il continue, mais il a été déjà réactualisé en tenant compte de l'avancée de la pandémie, bien entendu. Très bien. Et de tout ce qui est nouveauté. Ok, maintenant les liens, professeur, les relations avec les ministères tutelles, vous l'avez mentionné, ministère de l'enseignement supérieur, mais également de la santé. Alors, les relations avec nos ministères tutelles, comme vous le dites, ministère tutelle, ça sous-entend que nous sommes ici de ces ministères. De l'enseignement supérieur, l'enseignement supérieur et de la recherche, puisque notre vocation, c'est la formation, les soins, la recherche. Et donc, nous sommes ici de ce ministère, de ces 2 ministères, et qui nous soutiennent dans tout ce que nous faisons. Très bien. Et puisque notre objectif, c'est vraiment faire en sorte que la qualité des soins soit améliorée, puisque tout ce que nous le faisons autour du patient. Nous le faisons pour le patient, pour le Guinéen. Et voilà, donc, c'est vraiment, nous travaillons, si vous voulez, pour nos 2 ministères. Oui, pour le bien-être des Guinéens. Absolument. Très bien. On a un autre appel, on a une petite question ou 2. On va laisser aux téléspectateurs de contribuer, d'apporter leur contribution en posant. Allô? Oui, ça va. Votre nom, vous nous appelez d'où? Allô? Bon, on a besoin des gens qui enrichissent le plateau, qui contribuent, mais absolument. Voilà. Professeur, il y a des messages aussi, mais on va prendre des appels et puis on va lire quelques textos que les téléspectateurs auront écrits. Oui, allô? Allô? Professeur, on va poursuivre avec nos différentes questions. En quoi vous améliorez la qualité du système de santé en lien avec votre mission que vous avez citée très clairement tout à l'heure?
Absolument. Et nous participons à l'amélioration de la qualité des soins à travers la formation. Comme je l'ai dit, la formation à tous les niveaux. Okay. Nous avons la formation initiale, ce sont les étudiants au niveau de la faculté de médecine. Et la formation continue, c'est quand on est médecin, comme je vous ai dit, il faut se former à tout moment. Nous participons. Mais cette formation demande un coût. Absolument, ça demande un coût, absolument. Oui. Le coût, oui, c'est l'étudiant, le professeur, le ministère, les deux ministères de tutelle qui... comment ça se passe? Alors, les coûts, ça dépend de tout ce qui est formation initiale, comme vous le savez, au niveau de la faculté, c'est le ministère de l'enseignement supérieur. Et la formation continue au niveau des médecins et tout ça, c'est le ministère de la Santé. D'accord. Mais aussi, il y a d'autres partenaires, les programmes, VIH, tuberculose, le PALU, tous ces programmes-là aussi, nous contribuons. D'accord. Voilà. Alors, professeur, du 13 au 14, c'est à Conakry, ça se passe dans un espace hôtelier. Est-ce que des infectiologues à l'intérieur sont aussi conviés à ce congrès? Oui, absolument. Les infectiologues, tous les infectiologues sont conviés. Okay. Les infectiologues, les collègues de la Guinée, nous sommes ensemble, nous travaillons ensemble, mais aussi les collègues de la sous-région, comme je l'ai dit, au niveau de la sous-région, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Niger, la Mauritanie, et puis au niveau de l'Afrique centrale aussi, et puis au niveau mondial. Donc tout le monde est convié, qu'il soit infectiologue, qu'il soit aussi d'autres spécialités, des microbiologistes, puisque nous sommes très proches, et puis aussi qu'il soit aussi des spécialistes de santé publique ou autres spécialités. Tous sont conviés à ce congrès. Alors, bonjour professeur. Attends, on va prendre d'abord les appels. Bonjour professeur, juste une question pour une personne qui a eu le Covid-2. Cette maladie est-elle grave après la guérison? Y a-t-il des inconvénients? Zouélemou, Louise, depuis Dijon, ça, c'est où ça? Depuis? Bon, c'est difficile à lire. Vous avez compris la question? Alors, quelqu'un qui a eu la Covid et qui arrive à refaire la Covid, c'est ça? Oui, je crois cette maladie, oui, je crois, hein, attendez, on va lire la question. Bonjour professeur, pour une personne qui a eu la Covid, cette maladie grave, après la guérison, y a-t-il des inconvénients? Après la guérison d'une maladie qui a déjà contracté la maladie, y a-t-il des inconvénients? Non, ça, je crois, il veut savoir. Il n'y a pas d'inconvénient, je ne sais pas, peut-être est-ce qu'il y a des séquelles, je ne sais pas ce qu'il veut dire, mais quand on guérit, on est guéri. Et quand on guérit d'une maladie infectieuse, le plus souvent, vous avez la possibilité d'avoir des anticorps. Autrement dit, vous pouvez développer des soldats qui sont spécifiques à cette maladie, que nous appelons en termes médicaux des anticorps, et qui vont vous protéger pour une période donnée de cette maladie. Lui parle de VIH. Ma question, le VIH et VHB ne se guérissent pas. Je suis tout à fait d'accord pour le VIH, mais bon, on n'a pas compris. Oui, le VHB, oui. Le VHB ne se guérit, le VIH et le VHB ne se guérissent pas. Je suis tout à fait d'accord avec l'utilisation des interférons à long terme. Vous avez compris, professeur? Non. Oui, l'interféron, c'était le traitement contre l'hépatite C, mais qui n'est plus d'actualité. Très bien. Voilà, l'hépatite B ne guérit pas, et l'hépatite C guérit. Et voilà, mais avant, c'était l'interféron, mais qui n'est plus d'actualité. Voilà. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Votre nom, vous nous appelez d'où? Moi, c'est Dr Doumbouya Mamoudou. Oui, docteur, nous vous écoutons. Je salue le professeur. Merci. Ce sont nos collègues de promotion. Je le remercie pour son courage. Et je le soutiens pour tout ce qu'il fait pour les étudiants guinéens. Merci. Merci. Voilà. Félicitations, professeur. Merci, docteur Doumbouya. Merci beaucoup.
Mais c'était juste une félicitation, un remerciement. Merci donc, docteur Doumbouya. Merci beaucoup. On va continuer. Lui, vous avez dit son inquiétude, vous avez parlé des hépatites qui guérissent, d'autres non? Oui, tout à fait. C'est lui qui a parlé de l'interféron. Et voilà, la question n'était pas très bien précise. Voilà, ok. Mais ce qui reste clair, c'est que l'interféron n'est plus d'actualité. Elle était utilisée autrefois contre les hépatites C. Et le traitement était très difficile. Il fallait être à milliers de soins pour prendre le traitement de l'interféron. Maintenant, ce n'est plus de l'interféron. Ce n'est plus d'actualité. Très bien. Allô? Allô, madame, ça va? Ça va très bien, madame. Vous nous appelez d'où? Vous nous appelez comment? Il me faut trouver même. D'accord. Il me faut trouver même, mais mon enfant le faire. Il faut nous voilà la rapide. Merci beaucoup. Merci, madame. Mais là, j'ai guéri, mais toujours, pas une zone qui me fait question. En fait, elle a contracté Corona. Et j'espère que c'est pas maintenant là, mais elle se plaint toujours qu'elle se sent pas trop bien, que la nuit elle a des petites fièvres. Est-ce que c'est Corona? Il faut voir un médecin. Il faut voir un médecin. Oui, on ne sait pas trop si c'est Corona. Voilà. Mais ce qui est important aussi, quand on sent des choses, il faut toujours consulter. Parce que parfois, on peut avoir l'impression d'avoir la fièvre, le corps chaud. Mais si vous n'avez pas l'outil pour mesurer, si vous n'avez pas un thermomètre avec vous, vous ne le saurez pas. Vous aurez l'impression d'avoir le corps chaud, alors que si vous mesurez, vous allez trouver que la température est normale. Et de toutes les façons, ce qui est important, si vous avez ça, c'est de consulter. Ok, il y a cette dame qui nous a appelé, qui insiste, elle a envoyé un message pour dire qu'elle attend toujours d'avoir un médecin spécialiste pour les enfants autistes. Merci beaucoup, et elle appelle depuis la France, Dijon. Dijon, d'accord. Voilà, voilà. Donc elle insiste, on va prendre, professeur, mettez-nous en rapport avec un spécialiste. Oui, on va la recommander à des spécialistes. On va inviter un spécialiste sur ce plateau, on va parler de cette maladie. C'est vrai, hein, il faut aider aussi les tout petits qui souffrent d'une pathologie. Allô? Allô? Oui, bonsoir messieurs. Oui, bonsoir, vous allez bien? Très bien. Votre nom, vous nous appelez d'où? Mon nom c'est Abdrahim Sall. Je suis infirmier à l'hôpital régional de la Baie. Merci beaucoup, oui. Je voudrais remercier professeur pour tout ce qu'ils sont en train de faire sur le terrain pour nous, cette jeune génération. Mais moi, j'ai une inquiétude. Laquelle? Je voudrais savoir qu'est-ce qu'il faudrait faire par rapport à ça. Vous serez d'accord avec moi qu'aujourd'hui, la jeunesse s'adonne trop à la chicha. Oui. À la chicha, que cette jeunesse est en train de fumer. Et vous n'êtes pas sans savoir que à une longue consommation du tabac, que ce soit la chicha, la cigarette, ainsi de suite, ce que ça peut donner comme conséquence sur l'organisme. D'accord. Si vous voyez des personnes aujourd'hui qui développent des AVC, des personnes qui développent des artériopathies oblitérantes des membres inférieurs, ça peut être quelque part lié à ce tabagisme. Je ne sais pas qu'est-ce que professeur pourrait vraiment nous dire par rapport à ça, par rapport à ce qui doit être fait sur le terrain, pour vraiment attirer l'attention à cette jeunesse qui est là aujourd'hui, ignorant les conséquences de ce qu'ils sont en train de consommer. Très bien. Et de passage, je voudrais vraiment remercier le professeur. Merci beaucoup. Je crois que ça va être la dernière question, on est pris par le temps. Professeur, juste un petit mot et puis le mot de la fin pour nous et pour le congrès prévu du 13 au 14. Merci beaucoup à ce monsieur qui travaille à la baie. J'avoue que je ne connais pas trop la composition de chicha. Voilà.
Ça, c'est vrai. Ça reste à désirer. Voilà, je ne connais pas la composition. Mais ce qui est sûr quand même... Si c'est le tabac c'est autre chose. Le tabac, c'est un facteur favorisant tous les cancers, comme vous le savez, ça c'est déjà connu. Le tabac est un facteur favorisant les cancers, surtout les cancers... Mais il peut nous rappeler la semaine prochaine, on aura un cancérologue sur ce plateau pour parler de la problématique. Professeur, mot de la fin, invite... Pour les téléspectateurs, en tout cas, le congrès prévu 13 au 14 octobre 2022. Alors, le mot de la fin, c'est de vous remercier, puisque c'est grâce à vous que... Grâce à la télé nationale. Le message passe à travers le monde. D'accord. Pas seulement au niveau national, mais à travers le monde, puisqu'il y en a qui nous suivent depuis la France. Donc, merci à vous, merci à la presse. Et je voulais profiter pour remercier nos ministères tutelles qui nous soutiennent depuis la création de cette société savante. Et je voulais aussi remercier les partenaires, dont l'OMS, Gavi, Expertise France, qui continuent, qui nous soutiennent, et qui soutiennent tout ce que nous faisons. Et je voulais profiter pour remercier surtout ces éminents infectiologues qui vont venir. Il y en a, c'est pour leur première fois en Guinée. Et ils ont laissé tout pour venir rendre très riche cette rencontre internationale. Je voulais profiter pour leur souhaiter... Par anticipation. Et bien voilà. Mais surtout aussi, je souhaite un agréable séjour à ces collègues-là, mais aussi les jeunes médecins qui sont à l'intérieur de la Guinée, puisque nous avons invité tous les collègues de toutes ces préfectures qui sont là, qui travaillent avec nous dans le cadre de la lutte contre ces maladies. Et ils seront avec nous. Et nous sommes très fiers d'eux, puisque ce sont nos jeunes guerriers, on les appelle comme ça. Ils sont très courageux, ils sont sur le terrain, et nous sommes très fiers de les avoir très prochainement. Et je voulais profiter pour remercier surtout nos maîtres de la faculté, la faculté de sciences et techniques de la santé, qui nous assistent et qui nous ont formés. Voilà, merci à Merci, professeur. Je rappelle que nous étions avec professeur Mamadou Saliou Sow, chef service des maladies infectieuses tropicales à l'hôpital d'Onka et président de la Société guinéenne des pathologies infectieuses et tropicales, qui était donc notre invité. On a partagé le thème retenu pour le congrès prévu du 13 au 14. Et nous serons avec vous du 13 au 14 pour célébrer ce congrès, la deuxième édition. Cher public, on se retrouve la semaine prochaine pour célébrer Octobre Rose avec les cancérologues. Je crois que mon ami, mon frère qui vient d'appeler peut nous joindre ce dimanche prochain pour poser la problématique des jeunes qui fument la cigarette ou qui fument le chicha. Et merci à l'équipe technique qui m'accompagne tous les dimanches et pour la réalisation de ce numéro. On se retrouve donc la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous.